Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, protection de l'environnement, des forêts et des mangroves en Afrique et au Cameroun. Quelle stratégie efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger les populations, notamment celles défavorisées? Des questions auxquelles Paul-Joël Kamtchan, le secrétaire exécutif d'Adissi Cameroun, une organisation de la société civile qui milite en faveur de l'accès à l'information et de meilleures lois sur les données au Cameroun, répondra en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, cet élément de Larissa Libom sur l'impact de l'action humaine sur la mangrove. Les résultats de l'ODK, entendez par là Open Data for Environment and Civic Awareness in Cameroon, ont montré que la mangrove du quartier Bonaberi à Douala, par exemple, disparaît de 6,2% chaque année pour un total de près de 31% durant les 5 dernières années. Un taux de destruction qui est l'un des plus élevés du Cameroun. On regarde. Des chiffres qui alertent sur la perte de la mangrove au Cameroun, particulièrement à Bonaberi, un quartier situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Généralement répandues en zone tropicale et subtropicale, les mangroves sont un type d'écosystème côtier, humide, représentatif et très riche en termes de biodiversité. Elles résultent d'un contact étroit entre le milieu terrestre et le milieu marin. Seulement au Cameroun, le manque de responsabilité de nombreux opérateurs met en péril ce milieu naturel. Selon le projet de recherche Open Data for Environment and Civic Awareness in Cameroon, entendez ODK, Bonaberi connaît chaque année une perte de mangrove de 6,2%, soit environ 31% de sa mangrove sur les 5 dernières années. L'un des taux de destruction de mangroves les plus élevés dans le pays. Pour cause, la crise socio-économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre autres. Indispensable à la survie de plusieurs espèces, la mangrove est l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. Selon le projet de recherche ODK au Cameroun, 3 côtes importantes et leurs rives sont menacées. Dans le but de sauver ce qui reste de la mangrove dans le pays, des journalistes ont été formés afin de produire des enquêtes sur le phénomène. Selon un article de Forest News publié en juillet 2020, le Cameroun enregistre au niveau national une disparition de mangroves estimée à 1% par an. En 2018, le MINEPDATE a révélé dans le document intitulé Stratégie nationale gestion durable des mangroves et autres écosystèmes côtiers au Cameroun que la mangrove a perdu près de la moitié de la superficie des mangroves en 30 années. Et pourtant, il existe plusieurs moyens de lutte contre la dégradation de ces forêts, comme la pratique de l'apiculture écologique, qui a un énorme potentiel économique et thérapeutique sur l'environnement. Sa pratique continue et crescendo permet de contribuer substantiellement à la préservation du bassin du Congo. Entre apiculteurs et paysans du bassin du Congo, les relations ne sont pas toujours cordiales, d'où de nombreuses complaintes des apiculteurs. Pendant la saison sèche, d'autres qui travaillent leur champ, bon, ils mettent le feu, ils défrichent les champs, ils mettent le feu. Et puis le feu traverse aussi, ça arrive parfois dans nos sites. Donc si les populations de l'Idima pensent que nous avons fait quitter les abeilles à Pointe-Noire pour venir les tuer, pour les empêcher de faire leur champ, c'est archi-faux. C'est un problème de haine et de jalousie. L'abeille est particulière au milieu d'autres pollinisateurs comme les papillons, les oiseaux, les mouches, les chauves-souris ou encore les bourbons. En assurant la pollinisation du tiers des plantes, elle joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Si la grande zone mingia, donc on a dit sur la base bisa apiculture bigi bata environnement niso, l'eau le contribue à la pollinisation, à la biodiversité. Donc l'eau le que meneso le rendre kodro a mena kodro ti dunia mobimba a ke produit a otoro ka mingi. Zone na ke da ça si ko jala ba ke fa kiki, mais na apiculture a fa kiki après. Ce super pollinisateur est aussi un grand indicateur de la qualité de l'environnement. Elle ne s'accommode pas de la pollution. Mieux encore, elle représente une réelle alternative à l'exploitation artisanale de la forêt au regard des revenus générés par la vente de miel et de produits dérivés de la ruche comme la gelée royale et même la cire. Vous savez, le baril de pétrole a une capacité de 159 litres. Le baril de pétrole. Bon, les 159 litres, si vous les vendez, le baril là, vous le vendez, bon, au plus cher aujourd'hui, c'est peut-être 100 000 francs le baril.
Mais si vous mettez 159 litres de miel dans un baril, et vous le vendez même au plus petit prix de 5 000, vous savez ce que ça fait? Ce que ça fait. Ça fait 7 fois, 8 fois plus que le baril de pétrole. Les bénéfices écologiques, socio-économiques et thérapeutiques de l'apiculture sont réels, mais largement ignorés chez les riverains du bassin du Congo. D'où le défi pour les autorités et les citoyens de mettre en exergue ces avantages. L'objectif étant d'orienter les populations vers ces ressources et par ricochet, minimiser la pression sur l'exploitation forestière et de donner ainsi une chance à la préservation de la forêt dans le bassin du Congo. Retrouvons Paul-Joël Kamtchan, le secrétaire exécutif d'Adissi Cameroun, une organisation de la société civile qui milite en faveur de l'accès à l'information et de meilleures lois sur les données au Cameroun. Il revient sur les dangers de la disparition des mangroves, pourtant capitales dans la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, et également les moyens à mettre en œuvre pour inverser la tendance. Et on se retrouve juste après. Alors, bonjour Paul-Joël Kamtchan et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Amel et merci de m'avoir invité et toutes mes excuses pour les fois manqués. Je crois que j'ai là une bonne raison et un bon prétexte pour être sur votre plateau. Merci encore. Alors, vous êtes le secrétaire exécutif d'Adissi Cameroun, une organisation de la société civile qui milite aujourd'hui en faveur de l'accès à l'information et de meilleures lois sur les données au Cameroun. Vous avez dernièrement réalisé une étude environnementale, je vais dire, sur le recul de la mangrove dans certaines parties, certaines villes du Cameroun. Parlez-nous de ce projet de long en large. À proprement parler, une étude, ce serait trop prétentieux au sens sociologique ou scientifique du terme. Mais toujours est-il que c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelait notamment Open Data for Environment in Cameroon, qui est une étude qu'on porte avec notamment le Centre d'investigation journalistique de l'Université de Londres en Grande-Bretagne, qui est un partenaire sur le projet. Alors, il était question de former les journalistes sur les principes de l'open data, sur les techniques du data journalisme et le journalisme d'investigation, et pour investiguer, pour comprendre pourquoi est-ce que la destruction de la mangrove participe par exemple à ce qu'on appelle et qui est devenu la mode, les changements climatiques. Et donc cette étude qui s'appuyait sur des journalistes basés dans le sud-ouest pour ce qui est de la côte camerounaise, la partie de Limbé et de Tiko, de Douala pour ce qui est notamment de l'estuaire du Vouri. Il y avait le Vouri, mais il y avait également Bonabiri qui, comme vous le savez, se dégrade dangereusement. On parle d'environ 1,5% chaque année. Et on a aussi travaillé sur Kribi où, par exemple, on a examiné un projet de reboisement de la mangrove qui a tourné pratiquement au fiasco. Et on n'oublie pas Tiko notamment, où on a eu des données qui nous indiquent que l'exploitation de ce bois, notamment la mangrove dans cette partie du pays, fait rage. Et que, en même temps, la crise anglophone a contribué à ce qu'il y ait une réduction drastique et une destruction, on peut dire, abusive de ce massif forestier, notamment à Bonabiri, qui, comme vous le savez, a accueilli depuis environ 2016 une bonne partie de la communauté anglophone, notamment nos frères qui résident dans le sud-ouest du Cameroun, qui, en fuyant la guerre, sont plutôt venus trouver refuge au Cameroun et dont ont profité de ces espaces qui ne sont presque pas protégés, on va dire entre guillemets des no man's land, et ont pu s'établir en détruisant cette mangrove autant pour moi. Donc, je ne vais pas paraître alarmiste, mais je crois qu'il faut interpeller à la fois les pouvoirs publics et les parties prenantes dans la préservation de l'environnement. Et en 5 ans, vous parlez quand même d'un gros pourcentage de mangroves ayant disparu. Exactement. Là, ce n'est qu'en 5 ans. À Limbé, on a fait une évaluation sur 30 ans. On est à plus de 300 hectares de mangroves disparus, notamment au niveau de la côte de Tiko et de Limbé, qui, comme vous le savez, sont certes dans du sud-ouest, mais les pêcheurs qui y vivent ou qui y travaillent viennent pour la plupart du Nigeria, du Ghana, des pays de l'Afrique de l'Ouest et qui viennent pêcher dans ces eaux, sans toutefois oublier que certains exploitants, dont la majorité se
recrutent parmi les Chinois font rage dans cette partie du pays. Et donc, si on peut dire que c'est parce que ce bois sert à fumer le poisson, il va sans dire que c'est le bois le plus prisé par ceux qui fument du poisson pour vendre ou pour conserver. Et donc, du coup, l'impact sur l'environnement peut ne pas être connu de ceux qui le font. Et peut-être ceux qui doivent attirer l'attention ou sensibiliser préfèrent plutôt rester bouche bée face à ce désastre écologique qu'on observe. Vous parlez, Paul Joël, d'un désastre écologique, mais on a souvent tendance à minimiser le côté économique, socio-économique de pareil pète. Exactement, on peut lister ce côté-là au moins à plusieurs égards. Vous avez le côté économique dont vous avez fait allusion, notamment le fait que il y aura quand même une baisse de la production des poissons. Vous savez en réalité que c'est dans ces bois-là, au bord de l'eau, que des poissons viennent soit se cacher, soit déposer des œufs. Mais dès que c'est détruit, les poissons ne peuvent plus venir. Conséquence, les femmes ne peuvent plus avoir du poisson. Et vous entendez souvent dire à Youpoui, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, mais on ne vous explique pas pourquoi. Mais c'est entre autres conséquences, parce que désormais, ce n'est plus de ce côté de la rive que ce bois est exploité, mais dorénavant, dans les îles, il y a au moins 5 îles dans cette partie de l'estuaire du Vaury où la mangrove est exploitée. Et ce bois est donc amené de ce côté. D'un point de vue économique, ce bois est vendu. Des familles vivent justement de ce bois-là. Mais également, il ne faut pas seulement voir la conséquence du point de vue économique, mais également la conséquence du point de vue écologique, parce que vous avez au moins 3 écosystèmes qui sont perdus. Vous avez les poissons qui sont perdus, vous avez la végétation également qui est perdue, vous avez la flore aquatique également qui est perdue. Et donc, cela laisse un ensemble de choses. C'est pour ça que vous allez remarquer, et les écologistes le disent, que depuis cette année, on constate qu'il y a comme une sorte d'arrivée des eaux maritimes vers des continents. C'est parce qu'en réalité, il n'y a plus de mangroves pour contrer ces eaux-là. Et donc, ces eaux sont obligées d'arriver vers les continents. Et comme vous savez, la nature ayant horreur du vide et que l'eau ne contient que la forme du vase. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on pleure beaucoup d'inondations à Douala, parce qu'en réalité, Douala, de plus en plus, a presque le même niveau que la mer. Et donc, vous pouvez vous imaginer que vous aurez des conséquences écologiques, économiques, des conséquences même sanitaires, parce que cela est quand même porteur d'un certain nombre de jeunes. Et vous avez également, par exemple, la disparition des puits de carbone. C'est ces puits de carbone qui aident, par exemple, à réguler le système atmosphérique, la température et même l'air que nous respirons. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'à Douala, vous respirez l'air chaud, ou alors l'air est lourd de particules, ainsi de suite. Donc, les conséquences sont innombrables. On ne va pas paraître alarmiste, mais il y a quand même lieu d'agir pour préserver justement cette atmosphère. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Paul Joël? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a le projet de reboisement du côté de Kribi qui a échoué. Malheureusement. Oui. Pourquoi d'abord cet échec? Alors, cet échec, parce que selon... C'est des partenariats ou... les partenariats, il y en a quand même eu, mais les données qu'on a collectées sur le terrain indiquent en fait que ce travail de reboisement n'a pas été fait par des professionnels et qu'il n'y a pas eu en réalité un suivi professionnel. Vous voyez qu'il y a eu, par exemple, sur près de 20 hectares, on s'est retrouvé à la fin qu'avait un seul hectare couvert. Et donc, c'est l'hectare en question, vous n'êtes pas sûr que cet hectare va survivre justement à la prédation de l'homme qui est toujours à la recherche de ce bois pour diverses raisons, parmi lesquelles des raisons économiques dont j'évoquais, le fumage du poisson en l'occurrence. Vous savez, on dit ce bois qui donne la couleur qu'on voit à ces différents poissons que vous retrouvez sur les marchés, ou même ce goût-là. Et donc, du coup, demander à ces gens-là de ne plus exploiter le bois devient difficile, ce d'autant plus qu'il n'y a pas de méthode palliative ou des alternatives. C'est-à-dire la question des fours améliorés ou alors du charbon écologique qui est produit est devenu presque comme un marketing commercial. C'est pas sûr que le charbon écologique dont on vous montre est réellement ce charbon. Et donc du coup, il y a très peu d'initiatives dans ce sens ou très peu de soutien de la part d'organisations qui travaillent pour la protection de l'environnement ou de la part des pouvoirs publics à soutenir ce genre d'initiatives pour donner plutôt des alternatives aux personnes qui vont exploiter ce bois. Du coup, on a comme l'impression qu'on crie sur tous les toits, mais en fait, rien n'avance. Alors, l'enquête que vous avez menée, vous avez parlé du résultat de ces recherches, qui a également pointé le doigt accusateur sur la crise, outre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous avez également parlé des projets
de l'État qui font partie des causes majeures aujourd'hui au recul de la mangrove. Oui, effectivement, l'étude ou alors ces enquêtes menées par des journalistes ont montré qu'il y a plusieurs projets du gouvernement camerounais, notamment pour ce qui est de la partie de Douala, dans Douala 3, on a quand même plusieurs projets, notamment ces projets de carrière, qui sont des projets qui détruisent carrément la mangrove ou le couvert végétal. Vous avez également à Kribi, voyez-vous, tout le long de la côte de Kribi est actuellement vendu. Il ne se passe plus de temps où vous n'apprenez pas qu'il y a, par exemple, des conflits fonciers ou alors ces grands projets. Et puis, tenez-vous tranquille, le port en eau profonde de Kribi, par exemple, est l'un des projets du gouvernement qui a contribué à détruire carrément justement ce massif forestier sans pour autant qu'il y ait une étude de faisabilité environnementale et sociale qui garantisse, par exemple, que ce qui a été détruit là-bas sera rattrapé ailleurs. Vous avez autant de projets. Le projet de Menveleu, par exemple, sont des projets justement qui ont contribué à détruire ce genre de couvert végétal. Donc vous avez autant de projets, que ce soit par exemple Dangote qui est installé, vous ne vous imaginez pas à peu près la conséquence de son installation sur l'environnement ou le désastre écologique que ça a pu occasionner. Vous avez dû entendre en son temps qu'il y avait des levées de boucliers de la part des militants écologistes pour demander par exemple qu'il ne soit pas installé là. Mais malheureusement, si vous prenez tout le port de Douala-Bonabéry, à partir par exemple de Douala-Est vers Douala-Ouest, vous allez vous rendre compte que toute l'activité qui y est menée sont des activités qui ne concourent pas à préserver justement cet environnement. J'ai parlé de Douala 3, vous avez le cas de Douala 4 par exemple, où on parle des questions d'érosion et consorts. N'oubliez pas qu'une partie du Vouri par exemple passe par Douala 5e et par Douala 4 aussi de l'autre côté de la rive. Et donc, du coup, il n'y a pas comme une sorte de volonté ou de sursaut d'orgueil à voir dans quelle mesure ces projets peuvent préserver plutôt que de détruire. Et en même temps, on ne propose pas ou alors il n'y a pas de méthode palliative ou alternative pour juguler le phénomène. Mais on a l'impression, le gouvernement, lui, il prend quand même le côté économique, il pense au développement économique du Cameroun. Quitte à ce que les projets écologiques et tout, la préservation de la nature, l'environnement dont vous parlez, soient pour l'instant mis de côté ou battus en brèche. Oui, absolument. On est parfaitement d'accord que c'est l'une des missions régaliennes ou fondamentales de l'État du Cameroun. Pour autant, les écologistes ou les militants du domaine font quand même des propositions pour demander ou alors pour suggérer au gouvernement comment procéder autrement, d'implémenter ces projets sans détruire justement ce couvert forestier. Mais pourtant, on a comme l'impression que ce qui prévaut, c'est l'intérêt économique et puis l'intérêt politique au détriment de l'intérêt écologique. Et je crois, tout à l'heure, en entrant dans votre studio, je suivais un reportage chez vos confrères de la CRTV qui indiquait justement qu'il fait de plus en plus chaud au Cameroun. On parle de l'harmattan au nord, on parle de la chaleur à Douala. Et je crois qu'il, depuis un certain temps, vous avez constaté qu'à une certaine heure, il y a très peu de personnes dans la rue à Douala parce que tout le monde fuit le soleil et c'est un soleil quand même accablant. Mais je crois que ce sont des signes précurseurs, des signes qu'il ne faut pas négliger, qui montrent à quel point la température a changé du fait, par exemple, de l'impact de l'homme et même de l'impact du gouvernement sur l'environnement. Donc, oui, il y a l'intérêt économique, il y a l'intérêt politique, mais en même temps, il ne faudrait pas oublier qu'on est dans un monde où les questions de réchauffement ou de changement climatique sont à la mode, mais ce sont des questions ou alors ce sont des situations qui sont réelles. Si on s'amuse, je crois que dans 10, 15, 20 ans, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ailleurs, on exploite d'autres styles de vie, d'autres niveaux de vie. C'est justement pour voir dans quelle mesure, le moment venu, quand on aura donc cette avalanche de température, il y aura plutôt une évasion. Et en ce moment, nous pourrons avoir accès à ce type de vie que ceux qui ont des gros moyens. L'Afrique ne sera pas comptée. Ce d'autant plus que l'Afrique, en réalité, au moment où je vous parle, est le continent qui subit le plus des affres de ce réchauffement climatique. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, les derniers sommets du Canada ou de Sharm el-Sheikh, où les gros pollueurs du monde n'y étaient pas. Le Japon, les États-Unis, la France qui semble être consciente de sa position et qui va amener les pays africains et trouver des voies et moyens pour aider ces pays africains et finalement seul dans ce concert. Justement, M. Kamchan, on n'a pas l'impression que ces plus gros pollueurs se soucient réellement
de la santé environnementale. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ce qui est le plus important pour eux, d'ailleurs, ce que je vais vous dire, l'Afrique n'existe pas. C'est pour ça que quand il y a par exemple des conférences où il faut en discuter avec la partie africaine, la Chine ne sera pas là, le Japon ne sera pas là, les États-Unis ne seront pas là. Ce qui est le plus important, c'est l'industrialisation dans laquelle ils se sont littéralement alignés et qui font d'eux d'ailleurs des grandes puissances industrielles et économiques dans le monde. Donc vous n'allez pas les inviter à une table où vous allez leur demander par exemple de revoir leur niveau industriel. Mais maintenant, que font donc nos représentants africains pour essayer de le faire? Et puis vous avez des Africains qui vont demander l'argent en compensation, par exemple, de cette question du climat. On va vous donner l'argent. Est-ce que pour autant, ces pays vont arrêter d'émettre ces gaz à effet de serre? Que non. Donc, on va donner l'argent. Parfois même, vous n'aurez pas la chance, nous, Africains, de voir cet argent ou l'usage qui en sera fait. C'est pour ça que parfois, en tant que société civile, on leur dit, OK, oui, donnez l'argent, mais à côté, donnez-nous des garanties de transparence de l'usage de ces finances. Parce qu'en même temps, vous n'allez pas nous polluer, donner l'argent à nos dirigeants qui vont s'asseoir dessus, font leurs affaires, et entre-temps, nous, le petit peuple, on souffre. Donc, il y a tellement à faire autour de cette table de discussion pour voir comment prendre une part active. Parce qu'en réalité, on ne compte pas du tout dans des discussions sur la question. En même temps, ils s'en foutent de nous parce qu'ils continuent avec leur industrialisation. La preuve, c'est qu'ils veulent même venir industrialiser nos pays. Mais est-ce que justement, l'Afrique ne va pas un peu en aveugle vers cette industrialisation proposée par les pays européens? C'est tout ça. Déjà que l'Afrique va en rang dispersé, ce qui amoindrit ou alors dilue le discours, le plaidoyer que les Africains peuvent porter, mais aussi ce que vous avez la société civile africaine et les gouvernements africains qui ne s'entendent pas sur comment est-ce qu'il faut évoluer. Mais de l'autre côté, vous avez également des partenaires qui disent, bon voilà, on veut mettre de l'argent pour que vous portez des projets, mais des projets à faible impact. Parce que si on vous donne un projet de 200 millions de francs CFA pour lutter contre les changements climatiques, que ferez-vous en réalité? Et si ce n'est les séminaires, les formations, le reboisement, et après quand la phase contractuelle du projet va finir, vous allez passer à autre chose et ce projet sera mort et donc on va revenir à la case départ. Donc il y a tellement à faire et tellement à dire sur ce sujet. Avant de vous laisser partir, je vous posais la question de savoir si reboiser justement les mangroves n'aiderait pas à essayer de limiter ces effets négatifs de gaz à effet de serre. Je peux vous rassurer que c'est le plaidoyer fort porté par la société civile, notamment la société civile qui travaille dans le secteur environnemental, parce que je ne voudrais pas être usurpateur pour dire que non, ADICI n'a pas la prétention à travailler dans le secteur environnemental, mais parce qu'on a eu un projet d'investigation dessus. Je peux donc parler avec autorité sur cette question pour dire en réalité que tous les experts que les journalistes bénéficiaires de ce projet ont rencontrés sont tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est de dire que c'est le reboisement qui est resté l'unique solution. Il ne suffira pas de reboiser, mais de suivre et de continuer à reboiser. Et cela ne suffit pas seulement pour ces côtes ouest africaines ou camerounaises, mais c'est également de reboiser à l'intérieur du continent, parce que la question environnementale va au-delà de la question des mangroves ou de la question des côtes. C'est par exemple les usages qu'on peut avoir, c'est nos habitudes qu'on peut avoir au quartier, les saletés qu'on jette partout, les plastiques non biodégradables et qu'on sort. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis toujours l'environnement est un mot valise dans lequel on retrouve presque tout. Et donc, il faut pouvoir faire la part de choses parce que vous avez encore beaucoup de concepts et beaucoup d'autres choses qui innovent. Là, par exemple, dans le cadre du Conseil pour le suivi des recommandations de Montpellier, on travaille à l'avènement d'un institut pour l'innovation écologique qui sera un institut justement qui va essayer de former des citoyens sur des nouvelles habitudes à adopter pour préserver l'environnement. Voyez-vous combien de personnes finissent de manger, balancent la poubelle à gauche ou ces plastiques qu'on retrouve à chaque fois dans nos différents rigoles et caniveaux de quartier lorsqu'il pleut, et ce qui cause aussi, qui est une des causes majeures des inondations qu'on peut voir. Donc en réalité, c'est un grand combat et l'Afrique n'a même pas encore commencé parce que l'Europe s'en fout. Vous avez vu qu'il y avait un climato-sceptique comme Donald Trump qui ne croyait pas en cela. Lui, c'est qu'on doit s'industrialiser, on doit s'industrialiser parce que c'est un capitaliste pur de
pur sang. Et donc, il n'a rien à foutre avec les questions environnementales parce que pour lui, c'est une idée inventée par des humains pour empêcher certains pays d'aller vers le développement industriel. Et donc, ça reste une très grosse bataille. Heureusement que la France, elle s'implique. Elle essaye d'appeler ses autres pairs, justement, à la table de ces discussions et de ces négociations. Donc, on espère que les différents protocoles de Kyoto, les différentes conventions pourront être respectées. Parce que j'ai l'impression que même les Nations Unies, qui ont tout un programme sur la protection de l'environnement, n'arrivent pas à s'en sortir. Merci beaucoup, Paul Joël. On espère vous avoir à nouveau sur ce plateau pour parler de votre travail que vous effectuez au sein de Global Integrity. Ce sera avec plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif d'ADICI Cameroun, une organisation de la société civile qui milite en faveur de l'accès à l'information et de meilleures lois sur les données au Cameroun. Vous êtes également le coordinateur d'une plateforme d'accès à l'information appelée Data Cameroun. Qui promeut le fact-checking, le data journalisme et le journalisme d'investigation. Le premier pure player d'Afrique centrale d'ailleurs. On en parlera également. Absolument. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation, Amel. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.